Ils ont vengé leur maître, puis ils ont accepté de mourir. Pas de fuite, pas de victoire à célébrer, pas de retour à la vie normale. Seulement une décision. Et une question qui traverse encore les siècles. Jusqu'où peut-on aller par loyauté? Lors de mon séjour à Tokyo au temple Sengakuji, est l'un des récits les plus célèbres de l'histoire japonaise, celui des 47 Ronin. Mais attention, cette histoire n'est pas seulement une légende de samouraïs courageux, ce n'est pas juste une histoire de sabre, d'honneur et de vengeance, c'est une histoire qui dérange, parce qu'elle pose une question difficile. La loyauté est-elle toujours une vertu quand elle conduit à la mort? Sengakuji n'est pas le temple le plus impressionnant de Tokyo, loin de là. Et quand tu entres ici, c'est un petit temple comme bien d'autres. Mais sur le côté, tu sens rapidement que ce lieu porte quelque chose de différent. Les tombes sont alignées, les visiteurs passent en silence, certains déposent de l'encens. Ici reposent les Ronin Dako, ces samouraïs devenus 100 maîtres après la mort de leur seigneur, Asano Naganori. Dans le Japon féodal, le Ronin, c'est un homme qui a perdu son maître, sa fonction, son cadre. Il a généralement encore son sabre, mais il n'a plus de direction qui donnait sens à son engagement. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. Le Japon est gouverné par le shogunat Tokugawa. La société est très hiérarchisée. Le protocole compte énormément. Chaque geste, chaque mot, chaque attitude peut avoir du poids. Asano Naganori, seigneur du domaine Dako, se retrouve impliqué dans une cérémonie officielle au château d'Edo. Il doit recevoir les conseils de Kira Yoshinaka, un haut personnage du shogunat. Les récits racontent que Kira aurait humilié Asano. Sur ce point, il faut rester prudent car l'histoire réelle et les légendes se sont mélangées avec le temps. Ce qui est certain, c'est qu'Asano finit par perdre le contrôle. Et au château d'Edo, il dégaine son arme et blesse Kira. Dégainer une lame dans le palais du shogun, ce n'est pas une simple erreur, c'est une rupture de l'ordre. La sanction tombe immédiatement. Asano doit se donner la mort par seppuku. Son domaine est confisqué, sa maison est brisée et ses samouraïs deviennent des Ronin. Imagine un instant, tu as servi un maître toute ta vie. Ton identité, ton honneur, ton rôle, ton avenir sont liés à lui. Et du jour au lendemain, pouf, tout disparaît. Et il ne reste plus qu'une question. Que faire maintenant? C'est là que l'histoire prend une autre dimension. Les Ronin auraient pu se disperser définitivement. Ils auraient pu chercher une nouvelle place. Ils auraient pu essayer de survivre chacun de leur côté. Mais 47 d'entre eux choisissent une autre voie. Ils décident de venger leur maître. Et ils ne le font pas dans la précipitation. Pendant de longs mois, ils attendent. Ils se dispersent, ils se cachent. Ils cachent leur intention, ils laissent croire qu'ils ont renoncé. Leur chef, Oishi Kuranosuke, joue un rôle essentiel dans cette stratégie. Il donne l'image d'un homme qui n'est plus dangereux, un homme qui aurait abandonné son devoir. Mais en réalité, l'intention est toujours là. Dans la nuit du 30 janvier 1703, selon le calendrier grégorien, les Ronin passent à l'action. Ils attaquent la résidence de Kira, ils le trouvent et ils le tuent. Puis ils apportent leur tête sur la tombe de leur maître Asano, ici, à Sengakuji. Et ensuite, ils ne fuient pas, ils ne cherchent pas à sauver leur vie, ils ne se dispersent pas dans la nuit, ils se rendent aux autorités. Et pour moi, c'est peut-être l'un des points les plus marquants de cette histoire. À leurs yeux, l'acte ne s'arrête pas à la vengeance. L'acte complet, c'est aussi d'assumer les conséquences. Et le shogun se retrouve alors face à un dilemme. Ces hommes ont enfreint la loi, mais ils ont aussi montré une fidélité qui impressionne profondément. La sentence tombe. Ils doivent mourir. Mais ils ne seront pas exécutés comme de simples criminels. Ils sont autorisés à se donner la mort par seppuku. Dans la logique de l'époque, c'est à la fois une punition et une forme de reconnaissance de leur statut. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce qu'elle ne donne pas une réponse simple. Si tu veux prendre le temps de réfléchir ta pratique et rester connecté à l'essentiel, rejoins ma newsletter, un rendez-vous régulier, sincère et utile. Le lien est juste en dessous. Aujourd'hui, les 47 Ronin sont souvent présentés comme l'incarnation absolue de l'honneur du samouraï. Fidélité, sacrifice, courage, devoir. Mais il faut faire attention.
Quand on raconte cette histoire trop vite, on peut la transformer en simple légende héroïque. Oui, ces hommes ont fait preuve d'une loyauté extrême. Oui, leur détermination impressionne. Et oui, leur histoire a profondément marqué la culture japonaise. Mais il y a aussi une autre lecture. Ils ont choisi la violence, ils ont choisi la mort. Et ils vivaient dans un système où l'honneur pouvait parfois enfermer les hommes dans une logique sans issue. La vraie question n'est pas de savoir s'ils avaient raison ou tort, mais ça serait plutôt, à mon sens, qu'est-ce que cette histoire révèle réellement sur le rapport entre fidélité, devoir et liberté. Dans les arts martiaux, on entend souvent des grands mots. Honneur, respect, loyauté, tradition. Mais ces mots peuvent devenir dangereux si on les répète sans interroger. La loyauté, ce n'est pas l'obéissance aveugle. Le respect, ce n'est pas s'effacer totalement. Et la tradition, ce n'est pas la figer comme une statue. C'est apprendre à comprendre ce que l'on respecte. Ici, au Senkakuji, les tombes ne donnent pas une simple réponse. Elles posent plutôt une question ancienne, mais toujours actuelle. Jusqu'où dois-je aller pour rester fidèle à ce que je crois juste? Les 47 Ronin nous rappellent que la fidélité peut être magnifique, mais sans conscience, elle peut aussi devenir une prison.